Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Micro-ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va parler de Jean-Luc Godard. Alors, on parle très souvent de Jean-Luc Godard sur Micro-ciné et j'ai envie de vous dire, pourquoi pas? Il faut toujours en parler, c'est important, Godard. On découvre beaucoup de choses et même depuis depuis qu'il n'est plus de ce monde. Pourquoi? Parce qu'il y a un livre, celui-ci, voilà, je vais le montrer comme ça. Ce livre s'intitule Penser vers l'autre. Godard en entretien. Alors, Godard en entretien, c'est pas que les interviews. Et puis, en même temps, vous allez voir, c'est très important la différence entre interview, entretien, et l'auteur va nous en parler. L'auteur, c'est Philippe de Vita et c'est édité chez l'Harmattan. Et je remercie beaucoup Philippe parce qu'il est venu. Enfin, c'était une annonce que j'avais faite sur Twitter. J'aime bien être transparent, où je recherchais des personnes avec qui discuter de Godard pour le mois d'août. Et Philippe est venu à moi parlant de son livre et je suis très content. Donc ça, je le remercie énormément. Et avant de lui demander comment ça va pour reprendre un film de Godard, vous êtes docteur en langue et littérature française, vous êtes membre associé du laboratoire Pollen de l'Université d'Orléans. Vos recherches portent sur les relations de convergence et d'hybridation entre cinéma et littérature dans des genres comme la lettre, l'entretien, le roman. Et vous avez notamment publié chez l'Harmattan Jean Renoir Épistolier, fragments autobiographiques d'un honnête homme. Et vous avez déjà évoqué Godard au cours d'un colloque, l'entretien du 18e et 21e siècle, Université de Brest, juin 2016, et d'une journée d'études, figure du dandysme, Université Paris 3, Paris 13, Lublin, en novembre 2016. Comment allez-vous ? Très bien, Samir. Je suis très content de participer à cet entretien, justement. Voilà. Bon. Première question très simple, très basique. Et en même temps, ça me permet aussi de vous contextualiser dans l'œuvre de Godard. Non, très simplement, j'aimerais bien savoir que représente ce cinéaste dans votre propre histoire du cinéma. Alors, je vais répondre de manière subjective. Je dirais que c'est un des cinéastes qui m'a le plus fasciné quand j'avais 20 ans, quoi. Moi, quand j'ai découvert Pierrot le Fou, ça a été une déflagration, quoi. Ça a été... J'avais 19-20 ans et je me suis dit, tiens, on peut faire du cinéma comme ça, quoi. On peut faire un montage comme ça, aussi libre, aussi inventif, quoi. Donc, c'est un des cinéastes que j'ai suivi tout le long de mon intérêt pour le cinéma. Et quand j'ai repris, j'ai fait un master, j'ai fait des études de littérature, comme vous l'avez dit. Mais j'ai repris des études de cinéma en master et on m'a proposé de parler de Godard et quelqu'un m'a suggéré ce sujet dont on va parler aujourd'hui. Voilà. Donc je me suis dit que ça allait concilier mon intérêt pour la littérature à travers le langage des entretiens et puis le cinéma de Godard. Voilà. J'allais vous poser, ça va être ma deuxième question. En fait, j'allais vous demander qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé à cet aspect-là de la création godardienne, parce que c'est ce que vous dites dans le livre, c'est que il faut considérer ça comme une création. Donc, à quelle part de la création, absolument, oui. Exactement, ouais. C'est très important. Alors, d'abord, c'est une idée qui m'a été suggérée. Je dois rendre hommage à Suzanne Liandra Guigues, qui est professeure de cinéma, qui était ma professeure de français quand j'avais 15 ans, vous voyez, ça ne me rajeunit pas, et qui m'a dit, mais vous devriez vous intéresser aux entretiens de Godard. Parce que moi, j'étais spécialiste d'épistolaire et cinéma, puisque j'ai fait ma thèse sur la correspondance de Jean Renoir, en fait. Et la correspondance, comme l'entretien, c'est un genre qui repose sur le dialogue, sur l'interaction entre deux personnes, quoi. Donc, c'était une manière de prolonger mon étude de l'épistolaire par un autre genre qu'on pourrait dire dialogique, qu'est l'entretien. Voilà. Et c'est ça qui m'a mené à cette part peu étudiée de Godard. Il s'agissait de trouver un angle d'attaque peu étudié, quoi. Parce que, évidemment, avec Godard, il y a une grande bibliographie, quoi. Voilà, donc c'était... et ça m'a beaucoup passionné de parler de ça, quoi. Ça m'a beaucoup...
J'ai vu énormément d'entretiens de Godard et on se rend compte que c'est un genre phare dans son œuvre, qu'elle soit écrite, orale ou audiovisuelle. C'est vraiment un genre qui n'est pas à la marge de son œuvre, mais au cœur de son œuvre. Voilà. Alors, j'aimerais d'emblée comment dire que vous parlez d'un aspect de Godard à la télévision, mais on en parle quelques secondes histoire de dire que c'est pas ça en fait le plus important, et surtout ça fait pas partie de votre corpus, parce que je me souviens que lorsque Godard est mort, ceux qui ne savaient pas du tout comment il fallait en parler, voire même comment, je pense qu'ils n'avaient même pas vu leur film, ou alors à part un ou deux, comme à bout de souffle, on va dire ça comme ça. Ben, souvent, on parlait de Godard à la télévision, et Godard à la télévision, c'est des espèces de, pardonnez-moi l'expression, de punchline. Le livre ne parle absolument pas de ça. Et j'aimerais bien que, ça serait intéressant que vous nous expliquiez vers quoi vous avez vraiment voulu travailler, et que ce que l'on connaît de Godard à la télévision, qui sont des saillies drôle en même temps, parce que ça dit quelque chose aussi de comment la télévision voit le monde, mais c'est pas ça. C'est pas, je pense pas que ce soit de l'ordre de la création pour le coup. C'est autre chose, ça n'a rien à voir. Voilà, histoire de en parler quelques secondes, histoire qu'on n'en parle plus, parce que c'est vraiment, ça fait du mal pour le coup. Oui. Moi, je distinguerais l'interview journalistique de l'entretien tel que le conçoit Godard. Hein. Ce qu'a cherché Godard tout au long de sa carrière vis-à-vis de l'entretien, c'est d'évincer le journaliste, en fait. Il cherche à dialoguer avec d'autres artistes et minimiser au maximum le rôle d'un tiers que peut occuper le journaliste. Donc, il veut nouer des entretiens à égalité avec d'autres artistes, si possible des artistes d'un autre domaine artistique que le sien, le cinéma, donc dialoguer avec des écrivains, avec des critiques, avec des essayistes, et voir ce qui peut émerger de cette rencontre. Parce que Godard a toujours été un adepte, il a été un joueur de tennis, mais j'ai envie de dire qu'il pratique le tennis aussi dans l'entretien, c'est-à-dire lancer la balle et voir comment on lui renvoie la balle. C'est ça qu'il aime, c'est le dissensus. Et malheureusement, avec le journaliste, le jeu est faussé, parce que le journaliste le presse de questions, veut savoir des éléments sur son film en cours, mais c'est un jeu de domination, en fait, et un jeu sclérosant par le fait que le journaliste pose des questions et le cinéaste doit s'inscrire dans les questions du journaliste, si vous voulez. Lui, il voudrait, comme vous l'avez dit au début de notre entretien, essayer de nouer une conversation, en fait, avec d'autres artistes. Voilà, c'est ça qu'il cherche par l'entretien. Page 6, vous écrivez « Pourtant, les entretiens que Godard parsème dans ses fictions ou qu'il donne en son nom propre dans les médias laissent souvent un goût d'inachevé, comme si les interlocuteurs se croisaient plus qu'ils ne se rencontraient. » Ça, c'est l'introduction du livre. Oui. Pourquoi un goût d'inachevé? Parce qu'en fait, Godard aimerait parvenir à l'égalité, aimerait parvenir à une vérité partagée avec son interlocuteur, mais très souvent, ce dont Godard fait l'expérience, c'est d'une altérité irréductible face à l'autre. Et une altérité qui ne permet pas un accord et un partage véritable. C'est ce qui fait que certains de ces entretiens sont des sortes d'impasses. Je pense notamment à l'entretien avec Philippe Solers à l'occasion de Je vous salue Marie, qui a été un entretien qui a été filmé par Jean-Paul Fargier et qui est disponible d'ailleurs en DVD. Et c'est un film c'est un entretien qui se termine par le fait que Jean-Paul Fargier va chercher une baguette à la boulangerie du coin. Godard essaie de rompre le pain comme dans la religion catholique, mais on sent que les deux hommes n'ont pas réussi à vraiment dialoguer parce que Solers a cherché à apporter ses connaissances sur
sur la Vierge Marie, sur la religion chrétienne. Et Godard, lui, a joué à l'idiot un peu, à l'idiot ignorant un peu. Et on a l'impression que les deux artistes n'arrivent pas à se mettre d'accord sur quelque chose. Et ils n'arrivent tout juste qu'à parler de l'entretien lui-même, ce que doit être un entretien, et non pas arriver à une vérité, soit sur le film de Godard, soit sur la religion catholique. Et à la fin, on a l'impression que l'entretien se poursuit, mais ils n'ont plus rien à dire, en fait. C'est assez fascinant, cette fin d'entretien. C'est pour ça que j'ai parlé d'inachèvement dans mon livre. C'est une impression que j'ai eue. On l'a aussi face à Duras, parce que dans l'entretien qui a été donné, qui a été organisé par Colette Fellous et qui était passé dans les années 80 dans l'émission Océanique, et où on voit que finalement Godard finit par ne plus rien dire et par écouter Duras lire son roman de l'époque. Il l'écoute et le dialogue ne se termine pas, quoi, si vous voulez. C'est ça qui m'a fasciné dans plusieurs des entretiens. Voilà pourquoi je parle d'inachèvement. Alors, pardonnez-moi cette question qui n'est pas forcément très cinématographique dans le sens, elle n'apporte pas forcément une réflexion. J'en suis vraiment, vraiment désolé. Mais je me souviens, non pas, parce que j'étais très, très jeune quand Duras, Godard sur Océanique, voilà. Mais avec le recul, j'ai l'impression que c'est une des rares fois, si ce n'est peut-être la seule fois, où Godard a l'air d'être intimidé par son interlocuteur, enfin, pour le coup, son interlocutrice. C'est comme ça que j'avais ressenti la chose. Dès le début, on sentait, même il lui dit à un moment, tu as toujours su dire joliment les choses, moi je ne sais pas faire ça. Il y a quelque chose dans c'est une conversation particulièrement incroyable. Mais pourquoi je parle d'intimidation? Parce que ça peut être aussi dans l'autre sens. Parfois j'ai cette sensation qu'il intimide et donc la conversation parfois a du mal à se construire. Je ressens ça souvent. Est-ce que l'intimidation peut être un élément à prendre en cause pour comprendre un peu le rapport de Godard avec certains de ses interlocuteurs dans les interviews, pardon. Alors, je suis tout à fait d'accord sur l'entretien Duras-Godard. Effectivement, il y a une espèce... Il s'incline face à celle qui réussit à concilier cinéma et écriture. Il semble s'incliner, en tous les cas. Ouais. En même temps, alors, il faut avoir un élément de contexte sur cet entretien, c'est que normalement, Duras devait voir le film de Godard de l'époque, c'est-à-dire Soigne ta droite, pour faire l'entretien, et Godard devait lire le livre de Duras. Il s'est avéré que Godard n'a pas lu le livre de Duras, et que Duras était assez mécontente avant l'entretien, et il est possible que Godard ait eu un petit peu un sentiment de culpabilité, enfin de gêne vis-à-vis de la situation. Bon, après, l'intimidation chez Godard dans l'entretien, ça arrive souvent, oui. Je pense notamment à un entretien qui n'est pas sorti en DVD, mais qu'on peut consulter à la Cinémathèque avec Danet, où c'est un entretien qui doit dater des 89 à peu près. C'est au moment des histoires du cinéma. Danet a vu les premiers épisodes des histoires du cinéma et Godard organise un entretien. Voilà, Danet vient à Rolle et voilà, comme Godard aime faire, il filme Danet et lui à l'écran et on regarde ce qui se passe. On regarde ce qui sort d'un entretien. Or, ce qui se passe avec Danet, c'est que Danet a préparé des questions très précises, une sorte de discours très préparé, et Godard va l'interrompre, en tous les cas au début de l'entretien, de manière systématique. Il va rien laisser passer, il va le chicaner, pour employer une expression un peu familière, mais qui dit bien ce que c'est. Il va objecter, nuancer, il va critiquer tout ce que dit Danet. Par exemple, Danet lui dit que le cinéma est une invention du XXe siècle qui a évolué au cours du XXe siècle. Ben, par exemple, Godard l'interrompt en disant non,
le cinéma, c'est la poursuite du 19e siècle. C'est une invention déjà passée avant d'arriver à maturité. Enfin, voilà, vraiment, il essaie de renvoyer la balle en permanence. Hein, donc là, il se montre un peu tyrannique, je dirais même, vis-à-vis de son ami. Mais c'est ça qu'il cherche, Godard, dans les entretiens. Il veut trouver quelqu'un qui puisse répondre à sa hauteur. Il cherche quelqu'un d'exigeant. Il cherche ce que Montaigne appelait une adresse forte et amie. C'est-à-dire, Montaigne aurait voulu que ses essais soient rédigés sous forme épistolaire, avec une interaction. Et il recherche, Montaigne, ce qu'il appelle une adresse forte et amie, c'est-à-dire une adresse à un interlocuteur à la fois exigeant, à la hauteur, et en même temps bienveillant. Hein, donc, vous dites timide ou intimidé, mais c'est ça, il veut converser avec un ami, mais comme on peut redouter la vie d'un ami, attendre la vie d'un ami. Hein, et parfois, ce qu'on attend d'un ami, c'est qu'il nous dise la vérité, qu'il nous dise des choses parfois difficiles à entendre, mais qui peuvent nous être utiles. Donc, il veut se montrer l'ami de Danet. Mais un ami, c'est vrai, dur, tyrannique presque. Voilà ce que je peux dire. Restons. Alors, il faut savoir que ce moment où effectivement il y a cette conversation d'Anne Godard dans le cadre des histoires du cinéma sur le site d'Henri de la Cinémathèque. Exactement, il est sur le site d'Henri, oui. Voilà, mais on a l'intégralité. Parce que nous, pendant de très longues années, on avait ce petit moment dans les histoires du cinéma, et en plus, il fait un écho à sa voix, Godard, donc c'est très très bizarre. Enfin, voilà. Alors que là, on l'a dans l'intégralité, et puis ouais, tout ça, donc c'est assez particulier. Mais restons avec Danet. Moi, je me souviens d'une émission microfilm où il invite Godard, et c'est là où je veux en venir, parce que comment aussi essayer de construire des idées quand on parle cinéma avec Godard. Et Danet, dès le début de l'émission, lui pose une question sur sa santé physique. Il lui dit comment vous vous sentez après avoir tourné ce film, parce qu'on pose rarement la question de l'état de santé d'un cinéaste. Et je vais vous faire une confidence. Pour moi, c'est un modèle d'entretien, ça. Je pense que c'est extraordinaire parce que donc Godard répond, et il répond très bien, et puis progressivement, il commence à parler du film. Et je trouve que c'est génialissime. Et donc, là où je veux en venir, c'est que, est-ce que chez Godard, il y a aussi un souci, paradoxalement, est-ce que vous voulez dire sur la dispute, ça on va parler après de la dispute, parce que vous y consacrez, on va parler après de la dispute. Mais est-ce qu'il y a aussi chez Godard peut-être l'envie qu'il y ait quelqu'un d'exigeant, quelqu'un qui soit autant exigeant que lui, mais qu'il y ait un souci d'équité, en fait. C'est ça, finalement, ce qu'il recherche. Et quand Danet lui parle de sport, de santé, peut-être que Godard, là, voit qu'il y a un rapport équitable. On est dans l'équité. Et on peut, à ce moment-là, parler de cinéma. Est-ce qu'il y a de cela? Il tend vers ça, oui. Il tend vers ça, mais il aimerait l'égalité, il aimerait le partage, il aimerait le consensus, mais en fait, il fait l'expérience du dissensus très souvent. Très souvent. Il le cherche aussi parce qu'il a une conception de l'autre. Il ne cherche pas un alter ego, il cherche à faire l'expérience de l'autre tel que l'avait défini Lévinas, c'est-à-dire un autre qu'on n'a jamais fini d'arpenter, un autre dont on ne connaît jamais la vérité en fait. C'est ça dont il fait l'expérience dans ses entretiens. Donc, je dirais, ce que vous dites, c'est ce vers quoi il tend, mais en même temps, comme je l'ai dit dans mon livre, il pense vers l'autre, c'est-à-dire l'autre est une direction et non pas quelque chose qu'on atteint totalement. Hein. C'est un idéal vers lequel on tend sans l'atteindre totalement. Hein. C'est penser vers l'autre, c'est une expression qu'il emploie dans une lettre qu'il a écrite au moment de Détective. Et voilà. qu'il a penser à l'autre, c'est pas parler à l'autre, c'est penser vers l'autre. Voilà, l'autre est un idéal
que l'on n'atteint jamais vraiment. C'est pour ça qu'il y a l'entretien, et malgré tout, on parlait d'inachèvement tout à l'heure, il y a aussi un aspect déceptif dans certains des entretiens qu'il donne. Mais restons sur Détective, parce que c'est ce que vous expliquez dans le bouquin. En fait, c'est une série de lettres qu'il avait l'intention d'adresser aux techniciens du film, et finalement, il ne le fait pas. Et il les envoie pas. Comment vous pouvez expliquer ça? Ben justement, c'est qu'il il avait besoin au cours du tournage d'une adresse, d'une adresse, c'est-à-dire d'un élan vers l'autre. Mais ce qui compte, c'est l'adresse pure. C'est pas vraiment de s'adresser vraiment à la personne, puisqu'il n'a pas envoyé les lettres. Ce qu'il recherchait, c'était l'interlocution qui allait lui permettre de lancer une balle pour voir ce que ça allait donner. Mais il n'a pas envoyé les lettres. Donc, ce qui prouve bien que la rencontre n'a pas eu lieu, l'échange n'a pas eu lieu. C'était un dialogue à sens unique. Et est-ce que dans les films qu'il réalise et les films et les moments où il met en scène des entretiens, est-ce que là pour le coup, il essaie de rechercher une forme d'équité? Par exemple, je pense à mince, j'ai un trou de mémoire, j'en suis désolé. Cet entretien avec les enfants, voilà, je le dis de manière très grossière. 6 fois, oh là là, j'ai un trou de mémoire. 6 fois 2, 6 fois 2, par exemple. Est-ce qu'il y a la communication? Voilà, là, je parle beaucoup. Là, je suis plus axé autour de ces films et non pas de ce qui. Voilà. Est-ce que la donne est différente? Effectivement, il y a un souci d'éthique, oui, absolument, oui. Dans les entretiens qu'il place au cœur de son œuvre, il y a le désir de mettre face à face des gens qui n'ont pas de points communs, des gens très différents les uns des autres. Par exemple, Godard face à des enfants, ou par exemple, dans Vivre sa vie, Brice Parrain, le philosophe, face à Anna Karina qui interprète une prostituée. Vous voyez, c'est comme dans un laboratoire où on met 2 éléments opposés chimiquement et voir quelle est la réaction chimique qui va découler de cette rencontre. Hein. Et effectivement, il y a une volonté de créer un dialogue entre 2 éléments opposés. En ce qui concerne les enfants, ce qu'on constate malgré tout, c'est que les enfants, dans 6 fois 2, c'est que les enfants résistent à ce qu'essaie de faire Godard. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il y a un souci éthique, mais est-ce que le dialogue aboutit vraiment à un partage de vérité? Je ne suis pas sûr. Hein, parce que peut-être que Godard attend trop peut-être de ses enfants et que c'est pas sûr que le dialogue aboutisse vraiment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais oui, c'est assez... Mais il y a parfois le fait que... Et ça va peut-être nous amener vers la notion de dispute chez Godard. C'est quelque chose que vous écrivez dans le bouquin qui recherche aussi. Mais la dispute au sens des Grecs, enfin par rapport aux Grecs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, pour ceux qui pourraient ne pas comprendre le rapport qu'il a avec le terme la dispute, qui est un élément important chez lui? C'est un terme qu'il emploie. Il aime la dispute. Voilà. Alors, la dispute, c'est au sens de qui repose sur le dissensus et non pas le consensus. Aujourd'hui, dans les entretiens qui existent, très souvent on cherche le consensus, on cherche l'accord, même s'il y a des polémiques. C'est vrai, il y a des entretiens polémiques, mais on cherche le consensus. Or, les Grecs estimaient que le dissensus était fécond. C'était en affirmant nos désaccords que l'on peut savoir qui l'on est et sur quel plan, quel est le point commun, le petit dénominateur commun qu'on peut avoir. Et la dispute, c'est le dialogue platonicien
entre Socrate et c'est par exemple avec les sophistes qui sont opposés. Socrate est opposé aux sophistes et ils vont faire utiliser ce que Socrate appelle la maïotique, accoucher les esprits pour essayer de voir si on peut avoir un accord. Mais au départ, il y a un dissensus. Il faut d'abord matérialiser l'opposition, le désaccord, pour espérer trouver un petit point d'accord, pour savoir ce sur quoi on est d'accord. Donc c'est pour ça que Godard aime la dispute, il n'aime il n'aime pas tellement discuter avec d'autres cinéastes. Il l'a fait avec Fritz Lang, par exemple, dans le dinosaure et le bébé. Mais même avec Fritz Lang, il essaye de créer du dissensus. Hein. Il essaye de montrer que Fritz Lang est un cinéaste classique, alors que lui serait plutôt dans le camp des modernes, Godard. C'est ce qu'il essaie de faire dans cet entretien. Mais il dialogue surtout avec des écrivains. Il a dialogué avec Le Clésio, Philippe Solers, Duras, avec des critiques comme Solo. Donc, il aime dans les entretiens opposer la parole et le cinéma, en montrant que la parole est sclérosante, aliénante, alors que l'image reste intègre et permet d'approcher la vérité. Donc, il renvoie aux écrivains leur statut en leur disant « Mais vous êtes des écrivains et moi, je ne suis qu'un pauvre cinéaste. » Il parle face à Duras d'un cinéaste témoin. Je ne suis qu'un témoin, je ne fais qu'enregistrer les choses, mais vous êtes des as du langage. Par exemple, face à Stéphane Zagdanski, qui est un écrivain contemporain, il joue à l'idiot, à l'ignorant, et il laisse Stéphane Zagdanski imposer ses catégories littéraires et philosophiques. Et donc, il cherche à opposer les statuts qu'ils incarnent. Hein. Et c'est en cela qu'il y a du dissensus et de la dispute. Il n'aime rien tant que ça, Godard, créer du désaccord. Et ça va avec ce que j'appelle sa tendance au dandysme, c'est-à-dire créer de la distinction. Il cherche à se distinguer des autres, et c'est ce qui lui reste de sa jeunesse un peu dandy en Suisse. Voilà. Alors, je me permets de vous couper la parole, je le fais rarement dans mes émissions, mais parce que tout simplement, vous avez compris la question que j'allais vous poser la prochaine. En fait, j'allais lire page 67 dans le chapitre 2, Ferrailler avec l'autre ou l'art de la distinction, le rapport au dandysme. Et parce que je trouvais que c'était intéressant de bifurquer sur le dandysme par rapport à la dispute. Et vous écrivez, quand face à Daniel Cohn-Bendit, Godard se réfère à l'Antiquité pour décrire le modèle de l'entretien qu'il vise. Il n'emploie pas le terme de dialogue, mais préfère donc celui de dispute. Bon, c'est ce que vous étiez en train de dire, qui insiste davantage sur la nature contradictoire des échanges et se rattache plus à la scolastique médiévale qu'au dialogue socratique. Bon. C'est ce même terme qu'il emploie en répétant la référence à l'Antiquité pour qualifier sa confrontation avec Michel Piccoli, invité à comparaître. Je trouve que vous avez vraiment utilisé le mot adéquat, enfin le verbe adéquat, hein, comparaître. Comme président du centenaire du cinéma dans 2 fois 50 ans de cinéma français en 95, face à l'altérité absolue et insondable qui émerge dans le dialogue, Godard est tenté de faire ressurgir le dandysme qu'il a façonné. Alors pour celles et ceux qui n'auraient pas vu ce film assez étonnant, ça se passe dans un restaurant d'un grand hôtel, je crois, et puis il y a de la fiction un petit peu, il y a des jeux comme ça de fiction, et puis Godard attend Piccoli arrive, Godard a un très beau sourire, très sincère envers Piccoli, et puis il commence à parler de ça, et puis après le film se poursuit dans une des chambres avec Piccoli, bon bref. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est le fameux dandysme. J'aimerais bien que vous nous expliquiez parce que dans ce petit moment, enfin dans ce moment où Godard coupe constamment la parole de Piccoli, et Piccoli a une patience impressionnante. Et c'est ça qui est très très beau en même temps, même si c'est bon. J'imagine que ça a été, c'est de la fiction, mais c'est intéressant. Donc par rapport à ce dandysme,
Dites-moi à peu près, où vous voulez en venir quand vous évoquez le dandysme? Alors, bon, l'idée me vient de la biographie d'Antoine Debac sur Godard. Ouais. Antoine Debac décrit la jeunesse de Godard et il dit qu'il a eu une jeunesse de dandy à Lausanne. Il aimait les belles voitures, il aimait rien tant que draguer les jeunes filles. Il avait une espèce de tendance à la provocation. Mon hypothèse est que cette jeunesse dandy, il est resté quelque chose de ce rapport aux autres dans sa manière de parler et même dans sa conception de la création. Me semble-t-il, il est resté quelque chose de dandy. Alors évidemment, ce n'est pas un dandysme vestimentaire, ce n'est pas un rapport à la mode, c'est un dandysme, je dirais, intérieur, car le dandysme, c'est une attitude dans la vie plus générale que le rapport aux vêtements qu'il avait au XIXe siècle. Donc il m'a semblé que dans sa pratique de l'entretien, dans son souci de la distinction, il y avait quelque chose de dandy. C'est-à-dire quelque chose de provocateur. On parlait tout à l'heure des interviews qu'il a données à la télévision. C'était des interviews très marquées par la provocation, par le souci aussi j'allais dire, de plaire en déplaisant. Ça, c'est très dandy, c'est-à-dire de susciter l'admiration, mais en jouant le rôle du poil à gratter. C'est un peu ça qu'il jouait à la télé quand il était interviewé, par exemple, dans des émissions ou dans des JT. Donc, il me semble, voilà, qu'il y a du dandysme. Et dans le rapport au langage aussi, il y a quelque chose de dandy chez Godard. Il y a une phrase que j'aime bien d'une spécialiste du dandysme qui dit que les dandys, dans leur rapport au langage, aiment faire miroiter la surface des mots. Alors, c'est ce que fait Godard. Il aime il aime beaucoup jouer avec les mots, mais ce n'est pas un jeu gratuit, c'est un jeu fécond qui aboutit à faire émerger des vérités insoupçonnées. Et cette pratique humoristique du langage qui cherche à briller en faisant miroiter le signifiant des mots, ça me semble être quelque chose qui relève d'une pratique dandy de l'entretien. Voilà ce que je peux vous dire. Comment vous avez structuré ce livre? Comment vous avez approché donc cet aspect de la création chez Godard? En fait, j'ai fait varier la notion de l'autre. Je suis parti de la question de l'autre et j'ai essayé de voir quelles étaient les conceptions que Godard avait de l'altérité. Et par exemple, au départ, on pourrait croire qu'il cherche un alter ego, qu'il cherche un autre que lui-même dans l'entretien, mais en fait, il fait l'expérience d'un autre irréductible, comme je le disais dans la droite ligne de Lévinas, d'un autre qui s'impose à nous sans possibilité de partage, qui nous donne une espèce d'injonction du respect, mais sans qu'on puisse véritablement connaître la vérité de l'autre. Et ensuite, j'ai montré que en fait, l'autre, c'est le langage, et que c'est par le jeu avec l'autre qu'est le langage que Godard trouve une échappatoire à la question de l'autre. Et en fait, j'ai terminé mon livre en montrant que l'autre, c'est Godard lui-même dans l'entretien, parce que l'entretien, on a parlé de conversation, mais en fait, un entretien, ça n'est jamais qu'un rêve de conversation, ça ne peut pas être une conversation. Vous voyez, en ce moment, nous deux, nous dialoguons, mais ce n'est pas tout à fait une conversation, ne serait-ce que parce que nous savons qu'il y a un public que j'espère nombreux, qui va nous écouter, et cela entraîne une sorte de dédoublement de chacun des participants de l'entretien. Parce que je vous parle en ce moment, mais en même temps, je pense au public qui va nous écouter. Donc, ce dédoublement, Godard en fait l'expérience dans ses entretiens, et c'est pourquoi
ces entretiens font partie de son œuvre à part entière, c'est parce qu'il se met en scène dans ses entretiens d'une autre manière que dans ses films. C'est ce que j'essaie de montrer dans ma dernière partie. Voilà. Je répète, pensez vers l'autre, Godard en entretien, c'est édité chez l'Harmattan et vous avez toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo. Si vous souhaitez vous procurer ce livre, c'est Philippe de Vital, l'auteur du livre, qui est là pour nous en parler. Il y a beaucoup de choses, hein. On pourrait parler de beaucoup de choses du livre, c'est pour ça qu'il faut être curieux et je vous invite à vous le procurer. Mais j'aimerais terminer sur la page 169, chapitre 4, La voix de l'autre dans la mienne, la poétique du cinéaste. Vous écrivez dès le début, si l'on voulait décrire la voix de Godard, il faudrait bien sûr évoquer les chuintements, l'accent vaudois qui traîne, mais aussi les moments d'accélération, lorsque surgit l'intuition fugace mais ingénieuse, les pauses qui, en italique, phrasent la pensée et mesurent l'effet produit par les figures, les syllabes accentuées ou détachées pour souligner les antanaclases. Et puis aussi le chevauchement accru avec les années qui tranche avec l'intransigeance de la pointe et semble révéler une fragilité, une faille du sujet. Mais le phénomène le plus troublant survient dans ces moments où, dans le flux de sa parole, Godard semble réprimer un reflux, comme si une autre voix cherchait à pointer et assourdissait la voix apparente qui fait miroiter les surfaces. C'est de cette autre voix, incluse dans la sienne, que nous souhaitons maintenant parler. Cette voix, c'est, comme vous l'expliquiez, une espèce de dédoublement, mais il y a aussi le fait que plus il avançait dans la vie, plus ses films avançaient dans la vie, et depuis plus de 20 ans, la voix qui accompagnait les images qu'il nous offrait se transformait progressivement, et vers la fin de sa vie, est-ce qu'on pouvait dire que dans sa manière de poser sa voix sur les images, est-ce que c'était une voix qui devenait de plus en plus fragile? Il y avait même des moments, et ça fait partie aussi peut-être de cette manière de penser vers l'autre, une voix très fragile, parfois même, on avait du mal même à percevoir un mot, la voix devient de plus en plus fragile, comme quelque chose d'outre-tombe, comme quelque chose d'assez perturbant. Est-ce que c'est de cela dont vous voulez parler? Oui, ça peut être ça, oui. C'est-à-dire, en fait, c'est une voix fragile, comme vous le dites, mais en même temps, c'est une voix qui fait autorité. En fait, mon avis, c'est que Godard a souvent exprimé une résistance à l'auteur à partir des années 60. Lorsqu'il s'est engagé, il a renié en quelque sorte la politique des auteurs. Mais pour moi, cette critique de la politique des auteurs, c'est une posture, en fait. Il incarne, c'est vrai, une fragilité, mais il continue à être l'auteur qui a un message à délivrer, qui a une fonction, un statut dans l'institution cinématographique. Et cette voix qu'on entend dans les films de Godard, ça reste l'incarnation de quelqu'un qui a une expérience du cinéma, a un savoir du cinéma et qui le délivre. Je pense à Notre musique, tout le passage où il y a une sorte de conférence de Godard sur les images, on voit bien que Godard incarne une forme de savoir. Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est que dans les entretiens, il va parfois incarner une autre image du cinéaste. Par exemple, au moment de Notre musique, il a une interview avec Stéphane Zagdanski, où il ne va pas incarner un conférencier, mais plutôt quelqu'un d'ignorant. Donc, il va incarner dans l'entretien un autre statut du cinéaste par rapport à Notre musique. Donc, je crois que la fragilité, ce qu'il y a d'étonnant l'étonnement que vous procure la voix tardive de Godard, c'est que c'est une voix fragile d'un homme vieillissant, mais en même temps, c'est une
c'est une voix qui garde de la tenue, je dirais, c'est-à-dire la tenue d'un auteur qui a une éthique, qui a une exigence encore dans sa création. Voilà ce que je dirais. Penser vers l'autre, Godard en entretien, c'est édité chez l'Harmattan et son auteur Philippe de Vita était là pour nous en parler. Toutes les informations, si vous voulez vous procurer ce livre, se trouvent dans le descriptif de la vidéo. Merci beaucoup Philippe de nous avoir consacré un peu de votre temps pour revenir sur ce bouquin. Merci beaucoup. Merci à vous Samir. Merci beaucoup. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions.